Imaginez-vous en train de fouiller dans un vieux tiroir, dans une boîte à biscuits en fer blanc qui sent la madeleine et la naphtaline. Vous plongez la main au milieu de boutons dépareillés, de tickets de métro périmés et de pièces de monnaie qui ne paient plus rien depuis longtemps. Vous sentez sous vos doigts le contact froid de ces petits disques de métal, certains ternis, d'autres encore brillants comme au premier jour. Vous les sortez un par un, sans y prêter vraiment attention, juste pour le plaisir du geste, pour ce petit cérémoniel d'enfance qui consiste à compter un trésor imaginaire. Soudain, l'une d'entre elles attire votre regard. Une pièce de 10 centimes, datée de 1974. Vous la reconnaissez, elle ressemble à celle que l'on croisait autrefois dans la poche d'un grand-père sur le comptoir d'une boulangerie de village. Et pourtant, quelque chose cloche, sa couleur n'est pas exactement celle des autres. Elle n'a pas ce doré chaud, ce reflet de miel légèrement ambré qui habille d'ordinaire ces petites pièces. Elle est grise, argentée, presque blanche, et elle paraît anormalement légère, comme si elle était faite d'un autre métal. Vous la soupiez dans le creux de la main, vous la faites sauter en l'air, vous la grattez du bout de l'ongle. Ce n'est pas une pièce normale. Vous venez peut-être, sans le savoir, de mettre la main sur l'un des objets les plus fascinants, les plus secrets et les plus convoités de toute la numismatique française. Contemporaine, une pièce qui, dans un souffle, pourrait bien changer votre vie. Ce petit disque de rien du tout, large comme l'ongle du pouce, plus fin qu'une biscotte, et qui traîne là depuis 40, 50 ans sans que personne ne se soit jamais arrêté sur lui, renferme une histoire qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Une histoire où se mêle la grande histoire, la politique monétaire de la France, les secrets d'atelier de la monnaie de Paris, les gestes des ouvriers frappeurs, le vacarme des presses, les erreurs. De production rarissime et la passion dévorante des collectionneurs prêts à tout pour posséder la pièce que personne ne possède. Cette pièce de 10 centimes de 1974, frappée en bronze aluminium, en apparence banale, cache dans ses rangs une variante tellement exceptionnelle qu'elle pourrait bien valoir une somme à faire tourner. Les têtes, 50 000 euros. 50 000 euros, ce n'est pas le prix d'une voiture d'occasion, ce n'est pas le montant d'un petit héritage, c'est le prix d'un rêve, d'un trésor qui sommeille. Sans doute encore aujourd'hui dans un fond de tirelire, dans le vide-poche d'une vieille 2 chevaux, au milieu de la monnaie rendue distraitement par un commerçant pressé. Pour comprendre ce qui rend cette pièce si précieuse, il faut d'abord s'immerger dans son époque. Nous sommes en 1974. La France vient de tourner une page de son histoire. En mai, Valéry Giscard d'Estaing vient d'être élu président de la République, succédant à Georges Pompidou disparu brutalement. Le pays est encore sous le choc du premier choc pétrolier qui a ébranlé l'économie mondiale. Les prix flambent, l'inflation galope, on parle de rigueur, de chômage qui pointe le bout de son nez, et pourtant les Français continuent de vivre, de rire, d'aimer, de consommer. Le franc, cette vieille monnaie qui nous accompagne depuis des siècles avec ses divisions et ses centimes, reste le compagnon du quotidien. Le pouvoir d'achat se compte en francs et en centimes, le prix de la baguette, du café au comptoir, du journal du matin, tout s'évalue avec ces pièces qui tintent dans les poches. Le franc, c'est l'identité monétaire de la France, une identité qui survit aux guerres, aux crises, aux changements de régime. Et parmi les pièces qui circulent alors, la 10 centimes est une reine discrète. La pièce de 10 centimes dont je vous parle est issue d'une lignée prestigieuse. Elle appartient au type dit Marianne, dessiné par le graveur Henri Lagrifoule. Son avers arbore le buste de Marianne, la figure allégorique de la République, coiffée de son bonnet phrygien, symbole de liberté hérité de la Révolution française. Elle regarde vers la gauche, le profil fier, les traits classiques, à la fois sévère et doux. Autour de son buste, l'inscription République français en lettres capitales dessine un cercle protecteur. C'est l'image même d'une nation qui, malgré les soubresauts de l'époque, croit encore en ses valeurs fondatrices. Ce dessin, on l'a tellement vu depuis 1962 que l'on n'y prête presque plus attention, et c'est bien dommage, car c'est une petite œuvre d'art de poche, une miniature gravée avec un soin extrême dans un alliage robuste et chaleureux. Retournons cette pièce entre nos doigts. Au revers, la magie opère encore. Le revers, c'est le côté pile, celui qui porte la valeur faciale et la devise républicaine. Au centre, en grands caractères pleins d'autorité, le chiffre 10 surmonté du mot centime en plus petit. Cette disposition verticale, si caractéristique,
s'inscrit dans une couronne végétale symbolique, un épi de blé à gauche, une branche d'olivier à droite. L'épi de blé évoque la terre nourricière, l'agriculture française, le pain quotidien. La branche d'olivier, elle, parle de paix, de sagesse, d'espérance en des jours meilleurs. Ces deux éléments végétaux se rejoignent à la base par un nœud délicat. Et sur le pourtour, le long du listel, la devise de notre République. Liberté, point égalité, point fraternité. Le point entre chaque mot n'est pas un simple point, c'est un petit losange, un détail que les graveurs ont voulu élégant et qui confère à l'ensemble un rythme, une respiration. Tenez cette pièce au creux de la main et lisez à voix haute cette devise. Elle prend tout son sens quand on sait que cette pièce a traversé les marchés, les mains calleuses des paysans, les doigts fins des écoliers, les porte-monnaies des ménagères, les caisses enregistreuses, des magasins, les troncs des églises, les fentes des flippés de café. Cet alliage dont je vous ai parlé, le bronze aluminium, mérite qu'on s'y arrête un long moment. On l'appelle aussi cuproaluminium dans le langage technique de la monnaie de Paris. C'est un mélange composé essentiellement de cuivre, auquel on ajoute de l'aluminium et une touche de nickel. Les proportions exactes sont savamment dosées. Une très large majorité de cuivre pour la solidité et la couleur, un peu d'aluminium pour alléger l'ensemble et lui conférer une résistance à la corrosion. Tout à fait remarquable et une pincée de nickel pour la dureté. Le résultat, c'est ce métal doré clair, chaud, légèrement ambré, qui résiste aux agressions du temps, à la sueur des mains, à l'acidité des tissus, à l'humidité des bas de laine enterrés dans les jardins. C'est un matériau franc, honnête, qui ne cherche pas à tricher, qui sonne clair quand on le jette sur le marbre d'un comptoir, qui rebondit avec une sonorité plaisante, presque musicale. Chaque pièce pèse exactement 3 grammes. C'est précis, c'est calibré, c'est le fruit de décennies de savoir-faire monétaire accumulé depuis le Moyen Âge par les ouvriers de la monnaie de Paris. Parlons de ces hommes et de ces femmes qui, dans l'ombre, donnaient naissance à ces millions de petites rondelles métalliques. L'usine de Pessac, en Gironde, près de Bordeaux, est le cœur battant de la fabrication monétaire française. C'est là que depuis 1973, la frappe des pièces courantes a été centralisée dans un immense bâtiment moderne où règne un bruit assourdissant et une précision d'orfèvre. Les machines y tournent 24 heures sur 24, absorbant des tonnes de flancs, ces rondelles vierges de métal découpées dans des bandes laminées. Ces flancs sont chauffés, nettoyés, triés, polis, puis acheminés vers des presses monumentales qui, d'un coup de balancier d'une force inouïe, viennent y imprimer le dessin de l'agrifoule. Le vacarme est tel que les ouvriers communiquent par gestes, comme des marins dans la tempête. La cadence est infernale, des centaines de pièces à la minute. L'odeur de l'huile chaude et du métal frappé emplit l'air. Chaque pièce qui sort de là est théoriquement identique à sa voisine, un petit chef-d'œuvre de reproductibilité industrielle. Pourtant, c'est dans ce chaos ordonné, dans cette danse mécanique parfaitement réglée, que le destin réserve parfois ses plus grands coups de théâtre. L'année 1974 est une année de production intense. La France a besoin de liquidités. Les pièces de 10 centimes servent à rendre la monnaie sur les achats de la vie courante. Le tirage officiel recensé pour cette année-là est de 105 290 000 exemplaires. Un chiffre astronomique qui pourrait laisser penser que cette pièce ne vaut strictement rien du point de vue des collectionneurs. Et en effet, une pièce normale de 10 centimes de 1974, dans son état de circulation habituel, avec ses rayures, ses chocs, sa patine irrégulière, se négocie aujourd'hui pour une poignée de centimes d'euros. À peine sa valeur faciale symbolique, même en état impeccable, fleur de coin, sortie de son sachet d'origine comme si elle venait tout juste d'être frappée, elle ne vaut guère plus de quelques euros. Mais c'est là que le mystère s'épaissit, car dans cette marée de centaines de millions de pièces, une erreur, une seule, un petit accident rarissime, va donner naissance à la pièce la plus désirable, la plus insaisissable, la plus légendaire. De toute la série, imaginez la scène. Nous sommes à Pessac, probablement au printemps ou à l'été 1974. Les lignes de production tournent à plein régime. D'un côté, on prépare les flancs destinés à la pièce de 10 centimes en bronze aluminium avec leur diamètre précis de 20 mm, leur poids de 3 grammes, leur couleur dorée. De l'autre côté, dans un atelier voisin ou peut-être sur une ligne mitoyenne, on prépare les flancs pour une autre pièce, sa petite sœur, la 5 centimes. Cette dernière, qui fait partie de la même gamme visuelle, est frappée sur un flanc en aluminium quasiment pur, d'un diamètre légèrement inférieur, 19 mm, et d'un poids de 2 grammes seulement. Sa couleur est radicalement différente, un gris argenté mat, léger,
presque blanc. L'aluminium a été choisi pour la pièce de 5 centimes pour des raisons économiques, car la valeur faciale est très faible et il fallait un métal bon marché, facile à travailler, résistant à l'oxydation. Les deux pièces sont frappées avec des coins différents pour des dessins différents sur des flancs théoriquement incompatibles, mais les aléas de la production, un geste maladroit, un bac mal étiqueté, une étourderie humaine, une maintenance hasardeuse, peuvent parfois conduire à la confusion la plus improbable. Un flanc en aluminium destiné à la 5 centimes s'égare. Personne ne le remarque, il se glisse, minuscule ovni métallique, dans le circuit d'alimentation de la ligne de production des 10 centimes. Il tombe dans le bol vibrant, se mêle à des milliers de flancs dorés, avance sur le rail de distribution, et se positionne sous les coins de la presse. La machine ne voit pas la différence, elle ne distingue pas les couleurs, elle ne pèse pas les flancs un par un, elle frappe bêtement, puissamment. Le balancier s'abat. En une fraction de seconde, le dessin de la Marianne et celui du revers aux épis et à la devise de la République s'impriment non pas sur le métal attendu, mais sur ce petit disque d'aluminium argenté. Une pièce hybride vient de naître, un 10 centimes de 1974 au type Marianne, mais en aluminium, avec le poids plume de 2 grammes et l'aspect gris clair d'une 5 centimes. Cette pièce, elle n'aurait jamais dû exister. C'est un fantôme, un accident, une licorne métallique, et c'est précisément cela qui la rend infiniment précieuse. Les erreurs de frappe sont la face cachée, fascinante, de la numismatique. Les collectionneurs les traquent avec une passion dévorante, car elles racontent l'envers du décor, la fragilité de la perfection industrielle. Une pièce frappée sur un flanc qui ne lui est pas destiné, cela porte un nom. On parle d'erreur de métal, de flanc étranger, ou de frappe sur flanc d'une autre dénomination. Ces pièces sont rarissimes parce que les contrôles à la monnaie de Paris sont draconiens. Des opérateurs vérifient visuellement, manuellement, des échantillons de la production. Des machines de tri détectent le poids, le diamètre, l'épaisseur et éjectent impitoyablement tout ce qui s'écarte de la norme. La probabilité qu'une telle pièce s'échappe des ateliers est infime, infinitésimale. Et pourtant, elle existe, elle s'est échappée. Peut-être dans un rouleau destiné à une banque, peut-être dans un sac de pièces neuves envoyé à une succursale de la Banque de France, quelque part en province. Pour alimenter le commerce local, cette pièce fautée, ce 10 centimes en aluminium de 1974, a ensuite mené une vie clandestine. Elle est sortie des ateliers sans éveiller les soupçons, s'est mélangée à des milliers de ses sœurs normales et a commencé son périple. Elle l'a peut-être servi à acheter un croissant un matin d'automne, à rendre la monnaie sur un paquet de gauloises dans un bureau de tabac, à payer un ticket de loto dans un bar PMU. Chaque fois qu'elle passait de main en main, il aurait suffi d'un regard un peu curieux, d'un geste un peu attentif, pour que quelqu'un s'étonne et la mette de côté. Mais nous ne regardons pas la monnaie. Nous la comptons, nous la jetons dans un pot, elle nous encombre. Alors la pièce a continué sa route, invisible, anonyme, portant en elle un secret que personne ne pouvait imaginer. Et puis un jour, le miracle se produit. Un collectionneur, un chineur du dimanche, un enfant qui fait l'inventaire de son cochon tirelire remarque enfin cette bizarrerie. Il tient une pièce de 10 centimes de 1974 qui n'est pas dorée, mais argentée. Il la soupèse. Tiens, elle est étonnamment légère. Il la compare avec une pièce normale. La différence est flagrante. L'intuition, l'excitation commence à monter. Ce n'est pas une pièce nettoyée, décapée par un produit chimique qui aurait viré au gris. Ce n'est pas non plus une pièce altérée par un séjour prolongé dans la terre acide du jardin. L'aspect de surface, le brillant, le poids, tout indique une autre composition métallique. La personne l'apporte alors à un expert, un numismate professionnel, le cœur battant, les mains moites. L'expert la prend, l'examine à la loupe, la pèse sur une balance de précision, note sa couleur, son absence de réaction à un aimant, compare avec ses archives, ses manuels de référence. Et son visage se fige. Il tient entre ses doigts l'un des plus grands trésors cachés de la numismatique française moderne. Il le sait parce que ce type d'erreur est documenté, attendu, recherché, mais presque jamais rencontré en vrai. Les exemplaires connus se comptent sur les doigts d'une seule main. Comment en est-on arrivé à estimer une telle pièce à 50 000 €? Pour le comprendre, il faut plonger dans le monde très particulier des collectionneurs de monnaie de l'époque contemporaine, ces passionnés qui se réunissent dans des salons feutrés, échangent des catalogues, épais comme des dictionnaires, et sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour dénicher la pièce manquante. La valeur d'une pièce de collection ne dépend pas seulement de sa rareté absolue,
mais aussi de son histoire, de son pouvoir évocateur et de la demande qu'elle suscite. Or, le 10 centimes 1974 en aluminium coche absolument toutes les cases. D'abord, sa rareté est extrême. On pense qu'il existerait peut-être 3, 4, 5 exemplaires tout au plus dans le monde, et encore, certains sont peut-être dans des collections privées dont les propriétaires ne souhaitent pas révéler l'existence. Ensuite, il s'agit d'une erreur de fabrication officielle née dans les murs sacrés de la monnaie de Paris, ce qui lui confère une authenticité et une légitimité incontestables. Ce n'est pas une bidouille d'amateur, c'est un authentique accident industriel, frappé avec les coins officiels de la République française. Le troisième facteur, c'est la passion de la collection. Les numismates qui s'intéressent aux francs de la Cinquième République cherchent souvent à compléter des séries par année et par atelier. La pièce de 10 centimes Marianne, frappée de 1962 à 2001, est une série emblématique. Un collectionneur qui la réunit toute, année après année, dispose d'un ensemble superbe, mais finalement accessible. Or, l'erreur de 1974 représente le Graal absolu, la pièce ultime que personne ne possède, celle qui fait basculer une collection du rang de très belle au rang de légendaire. Posséder cette pièce, c'est détenir un morceau d'histoire vivante, un témoignage du hasard et du génie industriel, une anomalie qui raconte à elle seule le stress des ouvriers, le bruit des presses, la fragilité de la perfection. C'est un objet de conversation fascinant qui attire la convoitise et le respecte. La rareté crée la compétition. Quand l'un de ces exemplaires rarissimes réapparaît, les plus grands collectionneurs français et internationaux se tiennent prêts. Les tractations se font discrètement, dans l'ombre, loin des regards. On se souvient de cette rumeur insistante, de cette histoire murmurée de bouche à oreille dans les allées des salons numismatiques. Un 10 centimes 1974 en aluminium aurait été découvert dans le sud de la France, dans un lot de pièces héritées d'un grand-oncle. L'expertise aurait confirmé l'authenticité. Le collectionneur qui l'a acquise aurait déboursé la somme astronomique de 50 000 euros, un chiffre qui peut sembler fou, déraisonnable, mais qui ne l'est pas tant que ça quand on le rapporte à l'échelle du marché de l'art et des objets de collection. 50 000 euros, c'est bien moins qu'un tableau de maître, c'est l'équivalent d'une belle voiture, mais c'est le prix pour détenir un objet unique, un trésor qui ne se dévaluera jamais, qui prendra au contraire de la valeur avec le temps, car la demande ne fera que croître à mesure que les collectionneurs prendront conscience de son existence. Alors, comment reconnaître ce trésor si jamais le destin le met sur votre chemin? C'est le moment de devenir, le temps de cette vidéo, un véritable détective de la petite monnaie. La première chose à faire, c'est de scruter toutes les pièces de 10 centimes datées de 1974 qui vous tombent sous la main. Ne vous fiez pas uniquement à la date, car il y en a des millions de normales. L'observation doit porter sur deux critères essentiels, infaillibles. D'abord, la couleur. La pièce normale en bronze aluminium a une teinte dorée, un peu comme un bijou en or pâle, avec des nuances qui peuvent aller du jaune clair au brun doré selon la patine. La pièce rare en aluminium, elle, est d'un gris argenté, blanc métallique, très proche de la couleur de l'aluminium alimentaire, du papier d'emballage des tablettes de chocolat d'autrefois. Elle ne présente absolument aucune trace de doré, de jaune, de cuivré. Si vous l'observez à la lumière, elle renvoie un éclat froid, lunaire, totalement distinct. Ensuite, et c'est le critère le plus important, le poids. Vous aurez besoin d'une balance de précision, de celle que l'on utilise en cuisine pour peser de petites quantités, capable d'afficher le gramme avec une décimale. Prenez la pièce suspecte, posez-la délicatement sur le plateau. Si elle est normale, la balance affichera 3,0 grammes, parfois 2,9 ou 3, ainsi la balance est un peu approximative, mais toujours dans cette zone. La pièce en aluminium, en revanche, pèse 2 grammes. Vous lirez un chiffre autour de 2,0, à peine plus. Cette différence de poids est colossale pour un objet aussi petit. Un gramme de moins, c'est un tiers du poids total qui s'envole. En main, la sensation est immédiate. La pièce semble creuse, irréelle, comme une pièce de jeu en plastique. En la faisant teinter sur une surface dure, la sonorité est également plus sourde, plus mate, moins cristalline. Il existe d'autres indices que l'œil exercé peut repérer. Le diamètre d'une pièce normale est de 20 mm, celui du flanc en aluminium d'une 5 centimes est de 19 mm. La différence est minime, à peine perceptible à l'œil nu, mais sur une pièce fautée, il peut arriver que la frappe ne remplisse pas parfaitement tout l'espace, que le grain soit incomplet, que le listel présent a un aspect un peu décentré.
Observez le pourtour. Si la pièce semble avoir un tout petit jeu, si le dessin paraît un peu tassé vers le centre ou au contraire s'il mord légèrement sur le bord, c'est un indice supplémentaire. Enfin, l'état de surface de l'aluminium est caractéristique. L'aluminium frappé prend une texture lisse, mate, presque satinée, qui ne ressemble pas à celle du bronze aluminium poli. Avec le temps, l'aluminium peut se couvrir d'une fine couche d'oxydation grise très stable, alors que le bronze aluminium prend plutôt une patine au reflet irisé tirant sur le brun. Si vous avez la moindre hésitation, ne nettoyez surtout jamais la pièce. Ne la frottez pas avec un produit abrasif, ne la trempez pas dans du vinaigre ou du jus de citron pour la rendre brillante. Le nettoyage est l'ennemi numéro un de la valeur numismatique. Une pièce nettoyée perd une part considérable de son attrait pour les collectionneurs, car on efface la patine naturelle, cette signature du temps qui authentifie l'objet. Laissez-la en l'état, même sale, même terne. Placez-la dans une petite capsule de protection ou, à défaut, dans un sachet en plastique souple et non acide. Ensuite, rapprochez-vous d'un professionnel reconnu, un expert numismate membre d'une organisation officielle, ou contactez un grand cabinet d'expertise. Il saura mener les investigations approfondies, éventuellement confirmer la composition du métal par une analyse non destructive, car il faut aussi écarter les faux. Dans un marché où une pièce peut valoir 50 000 euros, les faussaires sont à l'affût. Une pièce normale peut être volontairement modifiée, décapée chimiquement pour enlever sa couche dorée et laisser apparaître un gris terne. Mais elle conservera son poids de 3 grammes et son diamètre de 20 mm. L'expert le détectera immédiatement. Une autre fraude pourrait consister à frapper un flanc d'aluminium avec des coins contrefaits, mais là encore, les détails de gravure trahiront l'imitation. Rien ne remplace l'œil d'un spécialiste. Ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est que cette pièce n'est pas un objet de musée inaccessible. Elle est toujours, théoriquement, en circulation. Bien sûr, depuis le passage à l'euro en 2002, les pièces en France ont été retirées de la circulation légale, elles n'ont plus cours, on ne peut plus s'en servir pour acheter quoi que ce soit. Mais elles n'ont pas toutes été fondues. Des millions, des milliards de pièces de centimes dorment encore dans les foyers français, dans des boîtes à chaussures, des bocaux en verre, des vieilles tirelires en forme de cochon rose, des sacs de pièces que l'on se promet d'aller changer à la Banque de France un jour et que l'on oublie au fond d'un placard. Chaque année, lors des successions, des déménagements, des vides-greniers, des pièces de francs réapparaissent à la lumière. Il y a fort à parier que l'une de ces pièces rarissimes de 10 centimes 1974 en aluminium soit encore quelque part ignorée, dormant paisiblement dans l'obscurité, attendant que quelqu'un la remarque. Cette vidéo que vous regardez est peut-être le déclic qui va pousser une personne à vider cette vieille boîte, à trier ces centaines de pièces qui ne servent plus à rien, avec un mélange de nostalgie et de curiosité. Il faut imaginer la scène. Une fin d'après-midi pluvieuse, un grenier qui sent la poussière et le vieux bois, une malle en osier remplie de souvenirs. On en sort un bocal étiqueté monnaie à trier. On s'installe à la table de la cuisine, on étale un torchon propre, on verse le contenu du bocal. Un torrent de pièces se déverse. Il y a des francs lourds, des centimes de l'ancien franc, des euros, des francs de la dernière génération. On commence à faire des petits tas. On tombe sur une pièce de 10 centimes Marianne, date 1974. Rien d'extraordinaire. On l'a vue 100 fois. On la pose distraitement. Et puis une autre encore. Mais voilà que l'une d'entre elles attire le regard. Sa couleur jure avec les autres. On la prend, on la soupèse. On sent cette légèreté bizarre. On se souvient alors de cette vidéo vue sur Internet, de cette histoire de pièces à 50 000 euros. Le cœur s'accélère. On n'ose plus respirer. On essuie la pièce sur sa manche, non pas pour la nettoyer, mais pour mieux voir. La couleur est bien grise, argentée. On va chercher la petite balance de cuisine dans le placard. La pile est encore bonne. On pose la pièce sur le plateau. L'écran digital affiche 2.0 G. Les jambes flageolants. Le regard se brouille. On se rassède, on la contemple, on la tourne, on la retourne. On vérifie la date, la devise, le bonnet phrygien. Tout est là, parfaitement imprimé, sur ce flanc léger comme une plume. Est-ce possible? Est-ce vraiment le Graal? Ce moment d'émerveillement, de doute et d'excitation absolue. C'est celui que vivent les chercheurs de trésors de l'ordinaire. Car la numismatique n'est pas seulement une science auxiliaire de l'histoire, c'est avant tout une chasse au trésor infini qui se déroule à portée de main
dans les choses les plus humbles. Elle nous rappelle que la beauté, la rareté et la valeur peuvent se cacher dans les objets les plus banals, ceux que l'on côtoie sans jamais les regarder vraiment. Une pièce de 10 centimes, c'est un bout de métal frappé, mais c'est aussi une capsule temporelle. Elle a traversé des décennies, elle a vu des visages, entendu des conversations, elle a été le témoin muet de milliers de transactions, d'instants de vie, de joie et de peine. Et si, en plus, elle est le fruit d'une erreur unique, elle devient une légende matérielle, un petit miracle de métal. Prenons le temps de nous arrêter sur les erreurs de frappe en général, car elles forment un univers d'une richesse insoupçonnée. Il y a les frappes décentrées, où le dessin se balade sur le flanc parce que ce dernier n'était pas correctement positionné. Il y a les frappes doubles, où un choc supplémentaire imprime un deuxième dessin fantôme. Il y a les coins cassés, qui laissent des bourrelets de métal en relief. Il y a les flancs fendus, les flancs trop minces, les flancs échancrés. Chacune de ces anomalies raconte une histoire d'usure des machines, de maintenance défaillante, de fatigue humaine. Ce sont des instantanés de la vie industrielle, figés pour l'éternité. Mais parmi toutes ces erreurs, la frappe sur un flanc de mauvaise composition est sans doute la plus spectaculaire, car elle touche à l'essence même de la pièce. Le métal, c'est l'âme de la monnaie. Changer le métal, c'est changer la nature profonde de l'objet, c'est lui donner une identité schizophrène. Un 10 centimes en aluminium, ce n'est plus vraiment un 10 centimes, ce n'est pas non plus un 5 centimes, c'est un hybride qui n'appartient à aucune catégorie, qui n'a pas de place dans les albums de collectionneurs et qui, justement à cause de cela, devient la pièce ultime. Les archives de la monnaie de Paris, lorsqu'elles sont consultées par les historiens, confirment parfois l'existence de ces accidents. On y trouve des notes de service demandant une vigilance accrue lors du changement de série, des rapports signalant la découverte de pièces fautées et leur destruction immédiate. On y lit entre les lignes cette obsession de la perfection qui anime une institution plusieurs fois centenaire. La Monnaie de Paris, fondée au IXe siècle, est la plus ancienne entreprise de France. Elle porte un héritage immense, un savoir-faire d'excellence, et la honte d'une pièce ratée qui s'échappe dans le public est une tâche que l'on veut effacer au plus vite. C'est pour cela que ces erreurs sont si rares. La plupart du temps, elles sont interceptées, broyées, refondues et ne voient jamais la lumière du jour. Ce qui rend l'existence de ce 10 centimes 1974 en aluminium encore plus extraordinaire, c'est qu'elle a déjoué tous les pièges, contourné toutes les sécurités, échappé à tous les contrôles pour finalement se glisser subrepticement dans notre monde. Revenons à ce moment précis, dans les années 1970, où la pièce fautée a été emportée par le flot de la circulation. Les années 70 sont une décennie de transition monétaire. La France a connu le passage du franc ancien au nouveau franc en 1960. Un traumatisme comptable pour les ménages, et les pièces de type Marianne sont les symboles rassurants de cette stabilité retrouvée. Elles sont modernes, elles sont belles, elles sont pratiques. Le pouvoir d'achat de l'époque leur donne un sens concret. Avec une pièce de 10 centimes en 1974, on pouvait s'offrir une poignée de bonbons, un appel dans une cabine téléphonique, le pourboire à l'ouvreuse de cinéma. C'était peu, mais c'était un geste, et cette pièce que je décris, peut-être a-t-elle servi à un enfant pour acheter des carambars après l'école, en ce temps où les emballages contenaient des blagues. Peut-être a-t-elle roulé sous un meuble pour être retrouvée des années plus tard lors d'un grand ménage de printemps. Chaque hypothèse ajoute du romanesque à son histoire et ce romanesque participe à sa valeur. La passion numismatique, pour beaucoup, c'est cela, redonner vie à l'objet, reconstituer son parcours, le charger d'histoire. Une pièce de monnaie n'est pas seulement un actif financier, c'est une parcelle de mémoire collective. Quand on la tient, on est en contact avec tous ceux qui l'ont tenue avant nous, des inconnus, des anonymes qui forment une chaîne ininterrompue à travers le temps. Et quand la pièce est aussi rare, quand elle est le témoignage d'une erreur unique, cette chaîne est d'autant plus précieuse qu'elle est ténue. Posséder cette pièce, c'est conserver un secret que seule une poignée de personnes sur Terre partagent. C'est un privilège exorbitant, une forme de noblesse secrète que l'on porte dans sa poche, au sens propre comme au figuré. Pour le commun des mortels, 50 000 euros représentent une somme qui peut radicalement transformer une vie. C'est le montant d'une année de salaire pour beaucoup, de quoi solder des dettes, financer un projet, s'offrir une liberté nouvelle. Que cette somme puisse tenir dans une pièce de monnaie large de 2 centimètres, c'est un contraste saisissant qui stimule l'imaginaire. Cela rappelle les contes de fées, les histoires de trésors cachés dans les murs des vieilles bâtisses, les pièces d'or des pirates enfouies sous le sable. Mais ici,
Le trésor est démocratique, il se cache dans la monnaie la plus ordinaire. Il n'est pas réservé aux archéologues ou aux aventuriers, il est à la portée de quiconque accepte de regarder vraiment ce qu'il a dans les poches. C'est cette promesse implicite, cette tension narrative qui rend cette pièce si fascinante et qui, je l'espère, vous tient en haleine depuis le début de cette histoire. Explorons encore plus en détail les caractéristiques techniques de la pièce normale, car c'est en connaissant la norme sur le bout des doigts que l'on peut identifier l'exception. Le listel, cette bordure en relief qui fait le tour des deux faces, est un élément protecteur qui préserve les reliefs de l'usure. Sur la 10 centimes bronze aluminium, le listel est large, bien marqué, régulier. La tranche est lisse, sans inscription, ce qui est habituel pour les petites valeurs faciales. Le grenti, cette fine couronne de points à l'intérieur du listel, est un héritage esthétique des monnaies anciennes, un rappel discret que la gravure monétaire est un art millénaire. Sur l'avers, le buste de Marianne est traité avec une finesse de détail remarquable. Les plis de son drapé, les mèches de cheveux qui dépassent du bonnet, l'inclinaison de la tête. La signature du graveur, la griffe foule, est discrètement placée à la base du cou, presque invisible sans une loupe. Sur le revers, les épis de blé et les feuilles d'olivier ne sont pas de simples silhouettes stylisées, ce sont de véritables petites études botaniques, avec les nervures, les grains, l'ondulation naturelle, des végétaux. La devise liberté, point égalité, point fraternité encercle l'ensemble avec une typographie qui équilibre majesté et lisibilité. Le point en forme de losange est un petit clin d'œil, une signature de l'atelier de gravure. Tous ces détails se retrouvent, à l'identique, sur la pièce fautée en aluminium, car elle a été frappée avec les mêmes coins, et c'est cela qui atteste son authenticité. La frappe elle-même, sur un flanc en aluminium plus mou que le bronze aluminium, présente des caractéristiques particulières. L'aluminium étant un métal plus ductile, l'empreinte du coin peut apparaître plus profonde, plus nette, avec un fond plus brillant, mais en même temps les reliefs les plus fins peuvent s'écraser un peu différemment. L'usure, au fil du temps, ne se manifestera pas de la même manière. L'aluminium se raye plus facilement, il peut garder des micro-rayures en cheveux d'ange. Une pièce en aluminium qui a circulé aura un aspect dépoli, alors qu'une pièce en bronze aluminium aura plutôt tendance à se polir sur les reliefs et à se patiner dans les creux. Ce sont des nuances que seul un œil averti peut apprécier, mais qui contribue à la magie de l'expertise. Je voudrais maintenant vous raconter une anecdote qui circule dans le petit monde feutré des collectionneurs, une histoire dont on ne peut garantir chaque détail, mais qui illustre parfaitement le destin de cette pièce. On raconte qu'un jour, lors d'une brocante dans un village de l'Aveyron, un retraité flânait entre les étals. Il n'était pas collectionneur, juste un curieux à la recherche d'un outil ancien. Sur une table encombrée de vieux bibelots et de boîtes à couture, il aperçut un petit pot en grès rempli de pièces de monnaie défraîchies. Par amusement, il demanda le prix du lot. La brocanteuse, pressée de se débarrasser de ce bric-à-brac, lui en demanda 2 euros. L'homme accepta, vida le pot dans un sac plastique et rentra chez lui. Le soir, en triant ses pièces sans grande conviction, il tomba sur une étrange pièce de 10 centimes 1974 gris argenté. Il faillit la jeter, pensant à une pièce décolorée, mais sa curiosité le poussa à la montrer à son petit-fils qui, lui, traînait sur des forums de numismatique. C'est le petit-fils qui, le souffle coupé, réalisa qu'il tenait peut-être la pièce mythique. Une expertise confirma son authenticité. Le grand-père, qui n'avait jamais possédé plus de quelques milliers d'euros d'économie, se retrouva à la tête d'un petit trésor qu'il revendit pour un montant proche des fameux 50 000 euros. Il put ainsi gâter sa famille, changer de voiture et s'offrir une sérénité bien méritée pour ses vieux jours. Vraie ou fausse, cette histoire est crédible, et c'est ce crédible qui donne des ailes à tous ceux qui, depuis, retournent les fonds de tiroir avec un espoir renouvelé. Le marché de la numismatique a ses codes, et les pièces d'exception comme celle-ci passent rarement par des circuits de vente grand public. Elles font l'objet de transactions privées, d'échanges entre initiés, de vente de gré à gré. Les maisons de vente spécialisées les présentent parfois lors de vacations prestigieuses, et l'enchère peut alors s'envoler sous le feu des enchères téléphoniques et des ordres d'achat venus du monde entier. Les collectionneurs asiatiques, américains, suisses sont particulièrement friands de ce genre de rareté française, car elles allient l'excellence de la frappe à une histoire riche. Un prix de 50 000 euros peut même être considéré comme une estimation prudente si plusieurs acheteurs se disputent la pièce. En réalité, dans un contexte de forte émulation,
Le prix final pourrait grimper encore bien au-delà de ce que l'on imagine. Car une pièce unique n'a pas de prix fixe, sa valeur est celle que le désir lui donne. Il est temps de parler des mesures à prendre si vous pensez détenir cette pièce. Je le répète, la première chose à faire est de ne rien précipiter. Ne vous précipitez pas chez un bijoutier pour la faire estimer, n'allez pas la montrer à tous vos amis en la manipulant à main nue, ne la mettez pas dans votre poche avec vos clés. La conservation est primordiale. Prenez une petite capsule en plastique transparent de la bonne dimension que vous pouvez trouver en ligne ou dans une boutique numismatique. Avant de l'y déposer, assurez-vous que la pièce est sèche, ne l'essuyez pas. La capsule la protégera de l'air, de l'humidité, des chocs. Conservez-la dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière directe. Ensuite, documentez-vous. Photographiez-la sous plusieurs angles avec une bonne lumière, idéalement à la lumière naturelle indirecte en utilisant la fonction macro de votre appareil. La balance de précision doit donner 2 grammes. Notez vos observations, puis cherchez un expert compétent. L'idéal est de contacter un cabinet d'expertise numismatique reconnu par la profession ou un commissaire-priseur spécialisé. Vous pouvez également vous adresser à des associations numismatiques locales dont les membres sauront vous orienter. Ils seront probablement très enthousiastes à l'idée de voir cette pièce, car pour un passionné, l'examen d'une telle rareté est un événement en soi. L'expertise se déroulera en plusieurs étapes. D'abord l'examen visuel à la loupe binoculaire pour vérifier la conformité des coins, l'absence de traces d'usinage frauduleux. Ensuite la peser sur une balance étalonnée, puis, éventuellement, une analyse de la composition du métal par spectrométrie de fluorescence X, une méthode non destructive qui permet de déterminer avec précision les éléments présents dans l'alliage. L'aluminium pur ou quasi pur donnera un spectre caractéristique très différent de celui du bronze aluminium. L'expert vérifiera aussi les dimensions au micromètre. Tout cela sera consigné dans un rapport d'expertise qui attestera de l'authenticité de la pièce et de son état de conservation, élément essentiel pour sa valorisation. Une fois ce précieux document en main, vous pourrez envisager de conserver ce trésor, de le transmettre à vos enfants ou de le proposer à la vente en prenant conseil pour choisir le moment et le canal. Opportun l'émerveillement que procure la quête de cette pièce est aussi une invitation à redécouvrir l'univers passionnant des monnaies françaises. Chaque pièce de franc que l'on croise mérite un regard. Derrière le 10 centimes 1974, il y a tous les autres millésimes, certaines années plus rares, des ateliers de frappe différents, des variétés de légendes, comme le 5 francs Hercule, le franc Semeuse, le fameux essai en or. La numismatique est un voyage dans le temps qui débute par une simple pièce trouvée dans le fond d'une poche. Elle nous parle d'économie, d'art, de société, de technique et même de sentiments, car une pièce, c'est un peu d'humanité figée dans le métal. Alors, même si vous ne découvrez jamais le rarissime 10 centimes 1974 en aluminium, vous aurez peut-être attrapé le virus de la collection, et c'est là le véritable trésor. En parcourant les catalogues de cotation, en discutant avec des collectionneurs aguerris, une chose m'a toujours frappé, l'émotion que suscitent les pièces fautées. Un collectionneur me confiait un jour qu'il possédait un exemplaire unique d'une erreur de frappe sur une monnaie du XIXe siècle. Il me l'a montré avec des gestes d'une infinie douceur, comme on tiendrait un oisillon tombé du nid. Il m'a dit: cette pièce n'aurait pas dû exister. Elle est le résultat d'une seconde d'inattention dans un atelier bruyant et poussiéreux il y a plus de 100 ans. Et pourtant, elle est là, dans ma main. Elle a survécu à tout. C'est cette fragilité triomphante qui me bouleverse. Cette phrase est restée gravée en moi, car elle donne tout son sens à la quête de notre 10 centimes 1974 en aluminium. Cette pièce est une survivante, un petit miracle métallique qui a défié le temps, la négligence, les fontes monétaires, l'arrivée de l'euro, les tiroirs que l'on vide sans regarder. La dimension affective est décuplée par le contexte de sa création. 1974, c'est l'année du premier choc pétrolier, de la fin des Trente Glorieuses, du début d'une ère de doute économique. La France entre dans une modernité plus inquiète et pourtant, dans les ateliers de la monnaie, on continue de frapper de petites merveilles dorées avec la même minutie, la même foi dans la pérennité du franc. Cette pièce de 10 centimes porte en elle l'optimisme d'un pays qui ne sait pas encore qu'il devra dire adieu à sa monnaie nationale un quart de siècle plus tard. Elle est le témoin d'une souveraineté monétaire ancrée dans le quotidien. La toucher, c'est toucher un fragment d'une France qui n'est plus celle des francs, des centimes, des sous,
des pièces jaunes et des pièces blanches que l'on comptait soigneusement pour faire la pointe. C'est une Madeleine de Proust métallique, mais qui, en plus, vaut 50 000 euros. Je voudrais maintenant vous faire vivre, par les mots, le moment exact où un collectionneur tient cette pièce pour la première fois. Il l'a attendue des années, il en a entendu parler comme d'une légende urbaine. Il a retourné des milliers de pièces, épluché des vide-greniers, scruté des annonces en ligne. Et puis, un jour, le destin la met sur sa route, peut-être chez un confrère, peut-être dans un héritage inespéré. Ses doigts tremblent quand il soulève le couvercle de l'écrin. La pièce est là, minuscule, argentée, sertie dans un coussin de velours. Il la prend avec des pinces douces pour ne pas laisser de traces. Il l'approche de la loupe, les détails lui sautent aux yeux. La patine mate de l'aluminium, les reliefs intacts, la date 1974, le losange entre les mots. Il la retourne, la Marianne le fixe avec cette expression sereine et énigmatique. Il vérifie le poids, 2 grammes. Le cœur lui bat si fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Il n'a plus de doute, il est en présence de la pièce qu'il croyait ne jamais rencontrer. Une émotion d'une intensité rare le submerge. Il se met à sourire comme un enfant. Il repense à tout le chemin parcouru, à toutes ces heures passées à traquer l'impossible. Et là, dans le silence de son bureau, il vit un moment de pur bonheur. C'est ce moment, cette émotion indicible qui justifie la somme de 50 000 euros, bien plus que le métal ou la rareté objective. Cette émotion, elle est aussi accessible à celui ou celle qui, sans être collectionneur, tombe par hasard sur la pièce. C'est une loterie de l'attention, et c'est ce qui est si beau. Nul besoin d'être un érudit pour la reconnaître. Il suffit d'être un peu curieux, de savoir que cela existe. C'est le but de ce long récit que je vous livre aujourd'hui. Semez dans votre esprit l'image de cette pièce pour que si un jour elle croise votre route, vous la reconnaissiez. Gravez dans votre mémoire ses caractéristiques simples, 10 centimes, date 1974, couleur argentée, poids de 2 grammes, devise liberté, point égalité, point fraternité. Ce petit quatuor de mots et de chiffres peut devenir le sésame d'une aventure extraordinaire. La question que beaucoup se posent désormais est: combien de ces pièces existent-elles? Nous l'avons dit, probablement moins de 5. Mais la vérité, c'est que personne ne le sait vraiment. Certaines sont peut-être définitivement perdues, fondues par erreur avec des déchets métalliques, jetées dans une poubelle, englouties dans une bouche d'égout. D'autres dorment peut-être encore bien sagement dans des collections non inventoriées, chez des personnes âgées qui ne connaissent pas leur valeur et qui les conservent sans y penser, juste parce que c'est une vieille pièce de monnaie. Il y a, quelque part en France, dans un village, dans une ville, au fond d'un appartement haussmannien ou d'une ferme en pierre, l'une de ces pièces qui attend son heure. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle réapparaîtra peut-être demain, dans 6 mois, dans 10 ans, au gré d'un rangement, d'un décès, d'une trouvaille fortuite. Chaque jour qui passe est un jour de plus où elle peut refaire surface. J'aimerais aussi évoquer l'importance de l'état de conservation. Une pièce fautée comme celle-ci est d'autant plus précieuse qu'elle est dans un état proche de son état initial. Une pièce ayant peu circulé, avec son velours de frappe encore visible, ses champs miroirs, ses reliefs intacts, atteindra des sommets. Une pièce ayant beaucoup circulé, usée, rayée, avec des chocs, vaudra moins, mais restera néanmoins une rareté de premier ordre. Même très abîmée, elle suscitera l'intérêt. Mais imaginons le Graal absolu. Un 10 centimes 1974 en aluminium, fleur de coin, sans la moindre trace de manipulation. Une telle pièce pourrait dépasser les 50 000 euros, car elle serait d'une beauté à couper le souffle, un objet parfait sorti tout droit d'un improbable rêve d'ouvrier. Les collectionneurs de monnaie moderne français sont de plus en plus exigeants sur l'état, et les cotations grimpent en flèche pour les exemplaires d'exception. Laissons-nous porter par l'imaginaire et supposons que vous trouviez cette pièce. Après l'expertise, voilà détenteur d'un capital inattendu. Quelle étrange sensation que de posséder un petit bout de métal qui vaut plus que tout ce que vous avez gagné en des années de labeur. Le rapport à l'argent, au travail, à la chance, s'en trouve bouleversé. Vous pouvez décider de vendre et de concrétiser des projets, ou bien de garder, pour le plaisir de la possession, pour la transmettre à vos enfants avec cette histoire incroyable. C'est une décision intime qui n'appartient qu'à vous. Mais quoi que vous choisissiez, vous aurez vécu une expérience humaine intense, de celle qui redonne foi dans le pouvoir des petites choses. En attendant cette hypothétique découverte, laissez-moi vous guider dans les rues de Paris,
devant le majestueux bâtiment de la Monnaie de Paris, quai de Conti. Ce lieu respire l'histoire. Imaginez tous les graveurs, les essayeurs, les ajusteurs qui s'y sont succédés depuis des siècles. L'alchimie de la frappe monétaire y était jadis un secret d'État. Aujourd'hui, le musée de la Monnaie de Paris expose des machines, des coins, des pièces rarissimes, mais pas forcément cette pièce de 10 centimes 1974 en aluminium, car elle est trop confidentielle. Peut-être, dans une réserve, dans un tiroir, un exemplaire est-il conservé comme témoin d'une erreur. Mais ce n'est pas la même chose que de la tenir chez soi, au creux de sa propre main. Tout au long de cette évocation, j'ai essayé de vous faire ressentir la densité historique et émotionnelle qui se cache dans cette petite pièce de rien du tout. Nous avons parlé de l'année 1974, de son président au regard clair, de ses chocs économiques, de l'odeur du métal chaud à Pessac, du bruit des presses, du dessin pur de l'agrifoule de la devise républicaine, qui claque comme un étendard, de l'erreur rarissime d'un flanc d'aluminium égaré, de la traque passionnée des collectionneurs, du miracle toujours possible d'une trouvaille dans un grenier. Nous avons noué ensemble les fils d'une histoire qui transforme une pièce de monnaie en véritable héros de roman. Et c'est maintenant que vient le moment d'ancrer cette valeur de 50 000 euros dans une réalité presque palpable. 50 000 euros, ce chiffre, je le répète, n'est pas jeté en l'air. Il correspond à des transactions réelles, à des estimations sérieuses, à un consensus qui s'est établi chez les experts les plus pointus. Il est la résultante de décennies de passion, de rareté absolue, de désir inassouvi. C'est le prix de la légende. Alors, si vous avez bien suivi, vous comprenez que ce n'est pas la pièce commune en bronze aluminium que vous devez chercher, mais sa jumelle maléfique, argentée et légère. Le trésor est une anomalie, et c'est justement pour cela qu'il est si difficile à débusquer, mais si excitant à pister. Chaque fois que vous tiendrez une pièce de 10 centimes de 1974, vous ne la regarderez plus jamais comme avant. Vous la soupèserez, vous scruterez sa couleur, vous repenserez à cette histoire. Et peut-être, un jour, vous sentirez ce flottement, ce poids plume sous vos doigts, et vous saurez. Vous saurez que l'extraordinaire vient de se produire. Nous arrivons au terme de ce long voyage à travers le temps, le métal et les passions humaines. Il me reste à vous adresser un dernier message, un conseil pour la route. Gardez les yeux ouverts. L'émerveillement est une discipline. La beauté, la rareté, se nichent souvent dans les objets les plus humbles, ceux que l'on frôle sans les voir. Une pièce de monnaie, c'est un peu comme un coquillage ramassé sur la plage. À l'extérieur, rien ne la distingue des autres, mais à l'intérieur, si on tend l'oreille, on entend le bruit de l'océan. Ici, l'océan, c'est le fracas des presses de la monnaie, le tintement de la monnaie sur les comptoirs des années 70, le souffle de l'histoire et l'espoir fou d'une découverte qui change tout. Alors, allez, ne perdez plus une minute. Sortez vos bocaux, retournez vos fonds de poche, visitez vos greniers. La pièce de 10 centimes de 1974 en aluminium, celle qui vaut 50 000 euros, vous attend peut-être, sagement, patiemment, depuis près de 50 ans. Elle n'a pas dit son dernier mot.